Au sommaire de ce journal, lutte contre le phénomène Mobondo et l'insécurité persistante dans l'ouest du pays. Le chef de l'État a reçu la délégation des chefs coutumiers Teke et Aka. Objectif, trouver des solutions aux conflits ethniques qui secouent ces provinces. Affaire Modero Nsimba, reprise de l'audience ce vendredi à la Cour de cassation siégeant en procédure de flagrance. Le député national est accusé de propagation de faux bruits via un audio devenu viral relatif à la mort de Chérubin Okende. Vers une résolution pacifique du conflit entre Kinshasa et Kigali, les deux délégations se sont réunies à Luanda pour analyser la crise sécuritaire dans l'est de la RDC sous la médiation angolaise. Et puis au Niger, 23 militaires ont été tués et 17 autres blessés dans une nouvelle embuscade terroriste, annonce le ministère de la Défense. Essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous. Alors que l'insécurité ne cesse de s'agrandir dans la partie ouest de la RDC, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi s'est entretenu jeudi dans la soirée avec les différents chefs coutumiers Teke et Aka dans le but de sortir les provinces du Kwango et du Maïndombe de l'impasse sécuritaire. Lors de cette rencontre, les différents protagonistes ont présenté leurs attentes au chef de l'État qui a demandé ensuite qu'une commission mixte soit mise sur pied dans le plus bref délai pour effectuer une descente sur les zones des conflits afin de faire cesser le désordre qui y règne. Dialogue entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Les discussions se poursuivent entre les parties prenantes. Hier jeudi, les délégations des hauts niveaux du Rwanda et de la RDC se sont réunies à Luanda sous la médiation de la République d'Angola pour notamment analyser la question de la sécurité et de la paix dans l'est de la RDC. Héritier Ntamwa nous en dit plus. Consulter les deux parties séparément était l'option levée par le médiateur des l'UIA dans cette crise, le président angolais, pour tenter de désamorcer la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. Cette énième rencontre dans les cadres de la quête d'une issue favorable prouve une évolution du processus sous la houlette de João Lourenço. La rencontre est intervenue des jours après que le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie Christophe Lutondola est passé transmettre le message du chef de l'État Félix Tshisekedi à son homologue João Lourenço, président de la République d'Angola. En avant-plan de la délégation des hauts niveaux de la République démocratique du Congo, on retrouve les ministres des Affaires étrangères et francophonie Christophe Lutondola, le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Jean-Pierre Bemba, le haut représentant du chef de l'État Serge Tubango. Sous la médiation de l'Angola, ces deux parties ont échangé pendant plusieurs heures sur les questions de la sécurité et de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Aucun dialogue ne peut et ne pourra intervenir avec notre agresseur tant qu'il occupera, quelle qu'en soit l'étendue, une portion de notre territoire, avait indiqué le mardi 30 janvier 2024 lors de la traditionnelle cérémonie d'échange des vœux avec les corps diplomatiques accrédités en RDC, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En diplomatie, l'Ukraine souhaite ouvrir une ambassade en République démocratique du Congo, précisément ici à Kinshasa. Nous venons d'apprendre que du 9 au 11 avril 2024, l'envoyé spécial du ministre ukrainien des Affaires étrangères effectuera une visite de travail dans la capitale congolaise pour inaugurer l'ambassade d'Ukraine en RDC. D'après la note verbale adressée au ministère des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, c'est le représentant spécial du président ukrainien Volodymyr Zelensky pour l'Afrique et le Moyen-Orient qui effectuera cette visite de travail dans la capitale congolaise afin de procéder à l'inauguration de la représentation diplomatique ukrainienne en République démocratique du Congo. Le programme du représentant spécial de Zelensky pour l'Afrique et le Moyen-Orient prévoit son arrivée à Kinshasa en date du 9 avril 2024 en provenance d'Istanbul pour cette cérémonie inaugurale dont le séjour sera clôturé en date du 11 avril où il effectuera une nouvelle mission diplomatique à Abidjan en Côte d'Ivoire. Selon cette même note verbale, un tête-à-tête entre ces hauts représentants du président ukrainien est au menu durant son bref séjour des 48 heures à Kinshasa avec le chef de la diplomatie congolaise Christophe Lutondola afin de lui présenter les créances de son homologue ukrainien
Dimitro Kuleba, ministre ukrainien des Affaires étrangères. Et puis en justice, l'ancien ministre du Tourisme, Modéron Simba, a été transféré à la prison centrale de Makala selon ses avocats, pourtant assigné en résidence surveillée. Il est accusé de propagation de faux bruits via un audio devenu viral se rapportant justement à la mort de Chérubin Okende. Hier jeudi, il était devant la Cour de cassation pour y être entendu. Une nouvelle audience est prévue ce vendredi. Crispin Chibinkoufoua. Jugé en flagrance jeudi 21 mars, l'audience du procès de l'ancien ministre du Tourisme a été renvoyée pour ce vendredi 22 mars devant la Cour de cassation. Modéron Simba est poursuivi pour propagation de faux bruits et imputation dommageable dans un élément sonore devenu rapidement viral sur la toile. Au cours de cette première audience de plus de 8 heures, après les prononcés de la Cour statuant en matière pénale, la défense du prévenu Modéro a estimé que cette juridiction n'était pas compétente pour juger leur client, étant donné que son mandat à la députation nationale n'est pas encore validé. Pour les procureurs de la République, représentants du ministère public, l'argument avancé par la défense n'était autre chose qu'un dilatoire pour égarer la Cour dans la procédure, et M. Nsimba est bel et bien élu national et l'auteur des infractions qui lui sont reprochées. Infraction que les concernés a nié toute son implication dans un audio diffusé sur les réseaux sociaux mettant en avant l'utilisation de l'intelligence artificielle pour manipuler sa voix. Je ne reconnais même pas ma voix dans l'audio diffusé sur les réseaux sociaux. Il y a des séquences où il y a un fond sonore. Je n'ai jamais fait un commentaire sur la mort de Chérubin, mais j'ai relaté les faits tels que rapportés par Jeune Afrique. À ma grande surprise, j'ai été invité par les renseignements militaires où j'ai trouvé un audio monté avec ma voix. J'ai reconnu une partie de ma voix sur un fond sonore. C'est un montage réalisé grâce à l'intelligence artificielle, a clamé Modéron Simba, ancien ministre du Tourisme. Jules Alingueté, chef de service de l'inspection générale des finances, a été reçu par le chef spirituel de l'église kimbanguiste Simon Kimbangu Kiangani. Ce dernier a voulu le féliciter pour les efforts fournis par son établissement dans la lutte contre la corruption en RDC. C'est sur invitation du chef spirituel de l'église kimbanguiste, son éminence, Simon Kimbangu Kiangani, que le chef de service de l'IGF, Jules Alingueté, a été reçu au centre d'accueil kimbanguiste. Les représentants légaux a tenu personnellement à rencontrer Jules Alingueté pour le féliciter du travail qu'abat l'inspection générale des finances sous la houlette du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui est considéré par le père spirituel de l'église kimbanguiste comme étant un don de Dieu pour le Congo. Il a tenu à nous dire qu'il soutient fermement le travail de l'inspection générale des finances à côté du chef de l'État parce qu'il considère que c'est ce travail qui va faire à ce que la République démocratique du Congo entre dans la promesse et la prophétie de Papa Simon Kimbangu, à savoir le Congo deviendra un grand pays au monde, un grand pays en Afrique. Après un long partage entre le guide spirituel et le chef de service de l'IGF, la délégation conduite par Jules Alingueté a quitté les auspices du centre d'accueil kimbanguiste avec les encouragements et bénédictions des papas Simon Kimbangu Kiangani, qui est convaincu du travail de l'IGF et les a appelés à demeurer dans cet état pour un Congo nouveau. Bien avant, l'inspecteur général chef de service de l'IGF avait accordé une audience à l'ambassadeur plénipotentiaire de la Confédération suisse dans son cabinet de travail. L'entretien était axé sur la lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics. L'inspecteur général chef de service de l'IGF, Jules Alingueté, a eu une séance de travail avec l'ambassadeur plénipotentiaire suisse sur les avancées de la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics en RDC. Le diplomate suisse a fait part à l'inspecteur général de finances de l'expérience du contrôle des finances publiques dans son pays. Il a voulu se rassurer de l'effectivité du contrôle de l'IGF à l'ensemble des entités étatiques. Les deux hommes ont vice-versa échangé les expériences
de leurs pays respectifs. C'est une occasion pour échanger notamment sur les défis que l'IGF a dans ce pays, sur cette tâche importante dans le domaine de la gouvernance, de la bonne gouvernance. Mais aussi, ça a permis un échange de partager un peu les expériences aussi de mon pays et de voir aussi peut-être des pistes d'échanges futurs et des possibles collaborations dans l'avenir. Jules Alinguete a de son côté informé le diplomate suisse de la détermination du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi de mettre de l'ordre dans la gestion publique de la République démocratique du Congo par un contrôle rigoureux et systématique de toutes les opérations financières des entités publiques. Nous avions échangé autour des questions liées à la lutte contre la corruption dans le pays, les méthodes de l'inspection générale des finances, échange d'expériences et ce qui est très intéressant, nous avions pris beaucoup de temps pour que nous puissions comprendre comment les contrôles des finances publiques se passent en Suisse et quelle est leur expérience, comment ils ont fait des avancées pour être parmi les pays modernes. La visite de l'ambassadeur suisse démontre à suffisance que le travail de l'IGF fait écho positif en RDC et sur l'échiquier international. Et puis, l'insécurité alimentaire qui sévit dans la province du Maniema depuis l'année 2023 a atteint un niveau alarmant selon un rapport de l'inspection provinciale de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. Le rapport révèle que 25% des ménages de la province, soit environ 1 million de personnes sur une population totale de 4 millions, sont en situation d'insécurité alimentaire. L'inspecteur à la division provinciale de l'agriculture a tiré la sonnette d'alarme. Le rapport révèle que 25% des ménages de la province, soit environ 1,50 million de personnes sur une population totale de 4 millions, sont en situation d'insécurité alimentaire. La ville de Kindu, chef-lieu de la province, est en phase de stress. M. Ramazan Ningalou, inspecteur à la division provinciale de l'agriculture, a tiré la sonnette d'alarme et plaidé pour l'implication des autorités afin d'éradiquer cette situation. Il a exhorté la population à s'élancer dans l'agriculture pour réduire les taux de prévalence de l'insécurité alimentaire et a appelé les autorités à mener des séances de sensibilisation auprès des paysans sur l'agriculture intensive et à fournir des semences améliorées pour mettre fin à l'insuffisance alimentaire qui menace l'ensemble de la population. Et puis sachez que les architectes de la République démocratique du Congo étaient dans un atelier de formation jeudi à Kinshasa. Au cours de cet atelier justement, le président des architectes en RDC a présenté à ses collègues un nouveau produit très important à utiliser dans le domaine de la construction moderne. Moïse Chamala signe ce reportage. C'était un atelier pour élever les niveaux des architectes en RDC. Au menu, la grande question des tensualités en RDC. Les architectes présents dans cet atelier ont pu assister à la présentation des produits très importants de haute technologie qui jouent un rôle dans les processus de construction moderne. Vous savez que la question d'étanchéité aujourd'hui, compte tenu du climat qui est nôtre, l'environnement pluvieux, tout ça, exige à ce que nous puissions avoir réglé la question d'étanchéité avec beaucoup de rigueur et de profondeur pour que les conforts dans un abri soient des conforts qui répondent aux normes. Voilà pourquoi avec ce partenaire qui est venu, avec qui nous avons travaillé, pour expliquer son produit, c'est vrai, il fait le marketing de son produit, mais au-delà de ce marketing, c'est la technique qu'on utilise pour régler cette question d'étanchéité. Et cela, nous sommes satisfaits de voir que les architectes ont un plus, parce que cette question, avec les orientations claires qui ont été données, pourra faire à ce que cette question d'étanchéité soit réglée dans les différents abris de nos différents clients. Une première pour les architectes présents dans cette formation qui n'ont pas manqué des mots après avoir été outillés. Je pense que nous avons vraiment intérêt à beaucoup apprendre parce que normalement la construction marche avec la technologie. Alors ces produits qu'on vient de nous montrer, ça va vraiment nous aider dans nos constructions pratiques parce que l'imperméabilité est d'une grande importance dans un climat comme le nôtre. Un atelier capital qui a pu mettre les architectes congolais et la technologie actuelle au même diapason. Outre cela, cette activité s'est soldée par une remise des brevets des mérites.
Poursuivant ce journal, pendant ce temps, la construction de l'aéroport international de Kolwezi poursuit son cours de manière considérable. Après l'aérogare, l'heure est à l'érection de la tour de contrôle, le parking et la nouvelle piste pour recevoir les gros porteurs. En mettant en œuvre ce projet par l'entremise de l'honorable Masuka Saini, le président Tshisekedi veut doter cette partie du pays des infrastructures à la hauteur de ses richesses minières. Josué Mouyumba. Après la construction de l'aérogare, l'heure est à l'aménagement du parking automobile de l'aéroport international de Kolwezi. À en croire le chef de chantier, ces travaux sont à l'étape du déblayage, nivellement et de la topographie du terrain. De l'autre côté, c'est l'érection de la piste qui s'étend sur une longueur de 3450 mètres et d'une largeur de 45 mètres. La piste évolue avec la phase de coffrage. Et on est presque à PK 1600 si je ne m'abuse pas. Vous voyez les engins sont en train de travailler. Après cette phase, on va faire la stabilisation au ciment. C'est à ce niveau-là que nous sommes pour le moment. Il sera équipé de balisages lumineux et de la navigation. Pour l'instant, les travaux effectués sont au niveau du déblayage, de la topographie, du coffrage de la piste avant d'atteindre la pose de la couche de base et celle de roulement. Puis suivra la stabilisation de la plateforme en ciment de 20 cm, de la couche de fondation avec latérite de 30 cm, la couche de base bitumée de 18 cm ainsi que la couche de roulement en béton bitumineux aéronautique de 10 cm. À cet ouvrage moderne qui fait la fierté de toute la RDC, une tour de contrôle fortement informatisé est associé. Un bâtiment de 2 niveaux plus rez-de-chaussée prend déjà forme. Il va incessamment remplacer l'ancien qui date de l'époque coloniale. L'ancienne tour de contrôle, c'est une petite tour de fortune qui a servi à l'époque quand l'aéroport était encore comme un aéroclub. Un aéroport des années 78 et consorts. C'était pour ces années-là. Et maintenant, nous aurons une tour de contrôle moderne, équipée et qui répond aux normes et aux standards internationaux. Le nouvel aéroport international de Kolwezi est certainement l'un des bijoux construits par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo par le biais de sa représentante dans la province du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka Saini, et ce, dans l'objectif de rendre attrayante la province cobaltifère. L'actualité en dehors de nos frontières nous amène au Niger où une embuscade djihadiste contre l'armée nigérienne a coûté la vie à 23 soldats et 17 autres blessés. L'attaque a eu lieu dans la région de Tillabéri située dans la zone dite des 3 frontières entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Plusieurs sources notent que depuis des années, cette partie du Niger est régulièrement visée par les assauts de ces groupes armés malgré le déploiement massif des forces anti-djihadistes. On va prendre à présent les rappels des titres. Lutte contre le phénomène Mobondo et l'insécurité persistante dans l'ouest du pays. Le chef de l'État a reçu la délégation des chefs coutumiers Teke et Aka. Objectif, trouver des solutions aux conflits ethniques qui secouent la province. Affaire Modéron Simba en justice, reprise de l'audience ce vendredi à la Cour de cassation siégeant en procédure de flagrance. Le député national est accusé des propagations de faux bruits via un audio devenu viral relatif à la mort de Chérubin Okende. Vers une résolution pacifique du conflit entre Kinshasa et Kigali, les 2 délégations se sont réunies à Luanda pour analyser la crise sécuritaire dans l'est de la RDC sous la médiation angolaise. Et puis au Niger, 23 militaires ont été tués et 17 autres blessés dans une nouvelle embuscade terroriste, annonce le ministère de la Défense. On va prendre à présent la revue de presse. Et c'est avec Joëlie Selona qui me rejoint sur ce plateau et à qui j'ai dit bonjour et bienvenue, madame. Bonjour Christian Kalonji, bonjour également à tous ceux qui nous suivent de partout. Premier sujet, abandon de Rwindi aux mains du M23, des officiers militaires dont 2 généraux convoqués à Kinshasa.
C'est ce qu'a écrit le média en ligne 7 sur 7.cd en précisant qu'il s'agit de 9 officiers de l'armée congolaise qui ont été rappelés à Kinshasa par le chef d'état-major des forces de la République démocratique du Congo, le général Christian Chiwewe, afin d'être soumis aux interrogatoires après la prise de la base de Rwindi par le M23, appuyé par l'armée rwandaise le samedi dernier. À Actu30.cd de compléter que plusieurs témoignages des acteurs de la société civile démontrent que Rwindi avait été conquis par le M23 sans combat. L'armée s'est retirée plus tôt, rapporté les mêmes sources, une source sécuritaire dans la contrée mentionnée alors qu'il s'était agi d'un repli stratégique des soldats congolais. Selon ce tabloïd, avant sa conquête par le M23, la zone Rwindi abritait une position militaire qui coordonnait alors les opérations de la chefferie des Bwito en territoire de Rutshuru jusqu'à Mweso, ainsi que dans plusieurs autres entités environnantes. Sa conquête par l'ennemi est donc considérée comme une perte considérable pour l'armée. Et enquête.cd est quant à lui revenu sur la nomination du général Major Chiko Chitambwe, qui est lui d'ailleurs aussi convoqué ici à Kinshasa, intervenu le mardi 20 février 2024 comme chef des opérations militaires sur l'axe Rwindi dans la province du Nord Kivu. Un mois après cette nomination, les terroristes ont pris le contrôle d'une grande partie du parc Virunga dans le territoire de Rutshuru, notamment l'axe Kiwanja, Kanyabayonga, et sans aucun combat. Et puis le second sujet que vous avez prévu pour clore justement votre revue de presse, engagement des orphelins à la DGDA, la mauvaise interprétation de l'ancienne convention de l'OFIDA crée de la frustration et une revendication infondée des veuves. Une question que vous vous posez, qui veut pousser le directeur général de la DGDA à la faute ? C'est de cette manière, Christian Kalonji, que s'interroge le journal La Signature, qui explique que dans un tumulte d'émotions et des revendications, les veuves des anciens employés de la Direction générale des douanes et d'accise ont convergé le jeudi, portant avec elles les frustrations d'une interprétation erronée des textes. Ces veuves, armées des banderoles, des chants et des discours, elles ont pris d'assaut l'espace public, réclamant un droit qui semble être une chimère, une ombre dans les textes réglementaires qui encadrent l'ancien lieu de travail de leur époux, écrit le journal. Et au cœur de cette agitation se trouve une revendication des plus épineuses, l'engagement de leurs enfants à la DGDA en remplacement de leur époux décédé. Ce quotidien rapporte également que les arguments avancés par les veuves reposent sur une interprétation sélective, erronée et obsolète des textes, en s'y référant à l'article 25.3 de la Convention collective de l'OFIDA, édition 1997. Elles tentent de justifier leur demande. Cependant, cette convention n'est plus en vigueur depuis la création de la DGDA et le changement du statut du personnel. Et même à l'époque où elle était applicable, cet article était un sujet des interprétations erronées et c'est référent au décret numéro 01108 du 2 février 2011 portant règlement de l'administration du personnel de la DGDA qui est catégorique, rapporte le Pacifique. Aucune disposition ne prévoit le remplacement d'un agent par son enfant. Et cette réalité, aussi décevante soit-elle pour les demandeurs, est indiscutable et cristallise la situation dans toute sa clarté. Et pour ce média, l'engagement automatique des orphelins n'a pas de fondement légal. Voilà qui met fin, Christian Kalonji, à notre revue de presse de ce jour. Je vous remercie de votre présentation, Joël Iselona. C'est moi qui vous remercie. Voilà qui boucle complètement ce journal, madame, messieurs. Je vous remercie de l'avoir suivi dès partout. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.